présenter qu'est-ce que c'est que ces données de la copie privée. Comme il a creusé profond, il en sait beaucoup dessus, donc il nous fera une petite introduction. Ensuite, il y aura Ronan Bellec qui est en distanciel. Ronan Bellec, c'est le grand gagnant de la CAVIS 2022, et donc il va nous présenter en détail sa contribution. Vous allez voir, c'est fabuleux et largement mérité. Ensuite, Marc Ries reviendra pour nous expliquer ce qu'il y avait en amont et en aval de ces données de copie privée, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas tombé tout cuit dans le bec. Et enfin, notre meet-up se terminera par un petit débat où j'aurai le plaisir donc non seulement d'avoir Marc, aussi Alain Antonin-Mer, aussi Thierry Martin, qui a longtemps été en situation à la fois de publier la donnée et de la faciliter en fabriquant de la data analyse. Et donc, j'ai quelques petites questions à leur poser pour animer un débat avec le public. Voilà. Donc, et puis, c'est terminera par un buffet, des pizzas, des bières, et puis si affinité. Alors, je vais me parler de d'où vient ce dataset, en tout cas comment nous on l'a découvert, le dataset qui a constitué le contenu de la CAVIS 2022. Alors, ça vient d'un article très inspirant de Marc Ries, qui est là et qui en parlera bien mieux que moi juste après, qui nous a fait réaliser qu'il y avait plein d'histoires à raconter sur le jeu de données, de la collecte et de la distribution de la copie privée, de la redevance pour la copie privée. Donc, ce dataset, ça assemble l'argent collecté à partir de toutes les sources numériques qui permettent la copie, donc vos clés USB, vos téléphones mobiles, je ne sais pas ce soir, pour le dire, vos téléphones mobiles, etc. Il est collecté par un organisme général, copie privée France.org, qui le redistribue à 13 organismes qui eux-mêmes le distribuent à tout un tas de gens pour faciliter, pour aider à la création artistique ou à sa diffusion ou à la formation des artistes. Donc ce dataset, il est constitué de sources, d'organismes répartiteurs, d'une liste de projets pour lesquels il y a un montant et un destinataire. Et je ne vais pas en dire plus, parce que Marc je pense, illustrera bien plus réellement que moi. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, quand même, sur ce dataset? Donc, il est mis à disposition par les organismes. On l'a donc téléchargé, on a rassemblé tout ça venant de tous les organismes. Premier effort de nettoyage des données, les destinataires apparaissent plusieurs fois, payés ils reçoivent de l'argent de plusieurs organismes. Et puis, leurs noms sont changés, donc soit avec une abréviation, compagnie, CIE, majuscule, minuscule, snake case, camel case, la totale. Donc, on a fait, nous, un travail en essayant au maximum de faire en sorte qu'un destinataire se retrouve avec le même nom partout, pour qu'on puisse pour que les gens qui les visualisent puissent faire des sommes et des visualisations qui soient le plus justes possible sur les données. Et je m'arrête là, parce que je pense que Marc Ries va parler du contenu avec beaucoup plus de vie que moi. Et je lui donne la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Et en fait, je ne veux pas préjuger, mais d'abord, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marc Thérèse, Maurice. Je suis très libre là-dessus sur le et je suis rédacteur en chef de Next Impact et je m'intéresse au sujet de la copie privée de manière obsessionnelle depuis trop longtemps, bien longtemps, et j'essaie d'expliquer un petit peu le mécanisme, et vous avez vu que le résumé en quelques phrases, c'est un exercice qui est pas simple, du tout. Juste pour faire une présentation, compléter cette présentation qui était déjà très très bien, et avant de rentrer vraiment dans le train du sujet, préciser que oui, vous avez peut-être un smartphone ou une tablette en poche, une grande poche, ou une clé USB, une carte mémoire, un disque dur externe, une box, des CD, des DVD, des disquettes. Donc, vous en rappelez. Eh bien, tous ces espaces de stockage se voient infliger une redevance pour copie privée qui est prélevée pour compenser votre liberté de réaliser des copies d'œuvres protégées. Alors, juste une petite question, je fais un petit sondage qui ne vaut rien du tout scientifiquement, mais qui a copié récemment une œuvre?
2, 3, 4. Bon, ben voilà. Donc, ben voilà, si vous avez eu le droit de la copier, eh bien, c'est grâce à cette redevance pour copie privée qui vient là compenser cette liberté. Vous avez une liberté et en échange, on paye une redevance. Donc, il y a une espèce de collectivisation de cette manne culturelle. Et ces sommes-là sont prélevées donc, par une société civile, Copie France, donc, et les montants ne sont pas neutres. Hein. C'est 300 millions d'euros chaque année maintenant. 300 millions d'euros. Et sur ces 300 millions d'euros, eh bien, les sociétés de gestion collective, la SACEM et toutes ses copines, conservent 25% de ces flux. Donc, il y a 75% qui sont redistribués aux artistes, interprètes, producteurs, etc., et auteurs. Et les 25% sont conservés pour financer donc les festivals, l'action culturelle, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le lobbying, hein, les frais d'avocat, ce genre de choses, les actions en justice aussi. C'est un peu moins étincelant. Et après une longue aventure qui est passée notamment par la CADA, puis par des relations avec des députés ou autres, j'ai pu obtenir enfin un amendement qui a contraint l'ensemble de ces sociétés de gestion collective à révéler dans un format ouvert ces flux, ces 25%. Et c'est le tableau que vous avez, ici pour l'année 2020. Là. Et vous voyez les montants par ligne, par poste budgétaire, c'est pas neutre. Hein. Et vous avez comme ça, là, vous avez 1024 pages. On ne va pas toutes les faire parce qu'on va essayer d'être un peu plus intéressant qu'un simple catalogue comme ça, mais ça part dans tous les sens. Et moi, je tenais impérativement à ce que ce jeu de données soit ouvert, non pas parce que j'ai des compétences en data visualisation, ce n'est pas du tout dans mon spectre. Hein. Et moi, l'idée, c'est de déloger ça, aller chercher à la frontale et à la pioche ce jeu de données, et ensuite l'offrir quelque part à la communauté pour que les sachants puissent l'exploiter, l'explorer. Et c'est pour ça, et je l'avais dit quand j'ai vu ce concours, sur lequel je n'avais pas été alerté du tout, hein, parce qu'évidemment, je ne suis pas sur tous les sujets, mais quand j'ai vu ce concours portant sur ce jeu de données, pour moi, c'était la réalisation quelque part d'un rêve. Et c'était très émouvant quelque part, parce que c'était des années de combat, et puis voir comme ça des sachants se pencher sur le sujet, puis aller désosser le morceau de viande pour aller voir un petit peu ce qui se passe derrière, et présenter tout ça graphiquement sous une forme hyper dynamique, hyper sexy, hyper attractive et hyper parlante. Pour moi, c'était Nirvana. Quoi. Voilà, donc, alors si vous voulez, on peut peut-être laisser la parole. Donc, ce jeu de données, c'est les 25% de copie privée, ce qu'on appelle les 25% de copie privée. Donc, ce quart de 300 millions d'euros, je vous laisse faire le calcul, on doit être plus ou moins 75 millions d'euros, qui retrace l'ensemble des postes budgétaires qui sont financés par les 25%, donc via les choix opérés par les sociétés de gestion collective. Et vous allez voir que ces choix-là, ils ont une dimension artistique aussi, mais d'ailleurs aussi, quelque part, il y a une portée politique très importante, puisque l'ensemble de ces flux aussi, il crée un lien de solidarité. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'était l'ancien directeur de la SACEM, un lien de solidarité avec les élus locaux. Puisque lorsque vous avez une SACEM ou la SACD, la SPPF, SCPP, ou n'importe quelle autre société de gestion collective qui vient apporter des financements en collectivité locale ou autre pour financer donc un festival, eh bien l'élu de la circonscription est bien content de voir cet appui d'argent, puisque pour lui, c'est un budget public en moins à verser. Et donc, ça crée une espèce de solidarité. Je n'ai pas dit plus, hein, je n'ai pas dit gros mots, mais ça crée une espèce de solidarité avec le politique. Et c'est pour ça que, on a souvent des scores absolument merveilleux lorsqu'un texte culturel arrive à l'Assemblée nationale. Et voilà, les élus savent, connaissent le poids et l'importance de ces flux. Voilà. Mais là, je pense qu'on peut peut-être laisser la parole maintenant à la personne qui a remporté donc ce prix. Après, je reviendrai, je vous raconterai un petit peu l'histoire. On va rembobiner la bobine donc, et on va revenir aux origines de tout ça. Merci. Oui, bonjour à tous déjà. Merci à l'association pour l'invitation et pour l'organisation des événements.
Donc, je sais pas, moi j'avais prévu de peut-être faire une petite présentation pour commencer et de finir par montrer le site, mais je peux vraiment Non, faire non, 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 l'inverse. non. C'est comme tu l'entends. Peu importe, que je vais essayer de partager mon écran si c'est possible. Rapidement, je vais commencer par me présenter. Je suis perdu. Si ça passe bien les diapositives? Parfait. Ok. Donc, je me présente rapidement pour que vous puissiez situer un peu plus mes compétences, puis mon passé en ce qui concerne la data visualisation. Donc, moi, j'ai commencé à manipuler les données en master data science que j'ai effectué à Angers. Et j'ai ensuite approfondi cette attirance vers la data visualisation à travers la création de tableaux de bord dans le cadre professionnel, mais aussi de pas mal de projets personnels sur différents jeux de données, notamment disponibles sur data.gouv, que je fréquente pas mal. Et donc là, je commence tout juste mon activité de freelance. Donc, rapidement, le déroulé un peu de cette présentation. Donc, le but, c'est d'exprimer un peu le chemin de pensée de manière chronologique qui a mené à la soumission de ma visualisation à la précédente édition de l'ACAVIS, donc qui avait pour but l'analyse et la compréhension des données financières de la copie privée. Donc, ça permettra de montrer un peu comment j'aborde une problématique de visualisation de données. Ça reste personnel, hein. S'il n'y a pas vraiment de vérité générale, mais c'est un peu ma façon de faire. Donc, on verra les outils utilisés, quelques exemples, puis les points à améliorer, un peu d'autocritique, et on finira par vos questions si vous en avez. Donc, un peu d'historique concernant la Cavise. J'avais regardé le jeu de données il y a 2 éditions. J'avais vu les résultats, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc, j'avais voulu participer à l'édition 2021, sauf que je m'étais un peu laissé dépasser par le temps. Donc, c'est un peu un regret que j'avais eu, c'était de pas avoir pu compléter ma data visualisation et de l'avoir rendu. Donc vraiment, l'objectif cette fois-ci, c'était à tout prix rendre, peu importe la visualisation. Donc, voilà. Et puis j'avais déjà dans l'idée de produire une visualisation web parce que c'est un peu ce que je maîtrise le plus. Donc je m'étais dit qu'avec la contrainte de temps, autant rester sur quelque chose que je maîtrise mieux. Donc tout d'abord, j'ai commencé donc par approfondir un peu le sujet. Donc avant d'explorer les données, de même ouvrir le moindre fichier, je trouve que c'est important de bien lire la consigne, la description des données, etc. Puis après, j'ai pu faire des recherches sur la copie privée, justement, qui a sur copieprivée.org notamment, qui est un site que je trouve vraiment, vraiment bien fait et agréable, où on peut notamment trouver cette infographie qui résume très, très bien le but et les enjeux de la copie privée. Donc, une fois que j'ai bien pris en compte le sujet, donc j'approfondis avec les consignes qui nous ont été données. Je commence déjà à repérer les éléments clés qui vont permettre de mieux comprendre les données par la suite, mais aussi d'orienter un peu les visualisations qui vont suivre. Donc là, on voyait qu'il était question de rémunération, de transactions financières, de données textuelles. Donc déjà, ça peut laisser la réflexion se développer à ce niveau-là. Hop. Donc ensuite, j'ouvre les données, donc c'est-à-dire les métadonnées qui étaient fournies. Donc il y avait des petits fichiers Excel ou CSV qui étaient assez bien détaillés sur les métadonnées. Donc c'est ce que j'ai regardé en premier. Donc on peut voir notamment qu'on a des chaînes de caractères
mais avec les exemples à côté, on peut approfondir justement en supposant que l'aide, ça va être une variable qui va plutôt être qualitative, qui va être un type, tandis que les projets, donc les descriptions de projets, ça va plus être des variables textuelles. Donc, rapidement, on vérifie la fiabilité, mais bon, comme ça a été précisé, il n'y avait pas de problème particulier, mais bon, par habitude, on vérifie un peu si on n'a pas de colonne vide, etc., s'il n'y a pas de redondance ou quoi, des problèmes dans le jeu de données. Puis après, rapidement, des petites statistiques descriptives qui permettent notamment de confirmer que l'aide est bien une variable qualitative, etc., qu'on est bien sur les bonnes années, permet de faire un peu l'écart type aussi des montants, parce qu'il y a des très petits montants avec des très gros montants. Donc, ça permet un peu de se représenter le sujet. Donc après, on passe à... Donc ça, c'était ce que je vous ai raconté jusque-là, c'était dans les 7 premiers jours, on va dire, de la compétition, du concours. Et donc ça on commence le dernier week-end. Non, on a une question dans la salle. On a une question dans la salle. Oui. Oui. Du coup, sur la partie question, ça a été fait avec quel logiciel et quel outil et est-ce qu'il y a des petits tuyaux Oui. Alors, on y viendra un peu plus tard, mais je vais quand même répondre à la question rapidement. Pour ce qui concerne l'ouverture des données, moi, j'ai fait en Python. Cette fois-ci, j'ai fait en Python. J'utilise majoritairement Python, parfois R ou Excel, mais là, cette fois-ci, c'était Python. C'est le plus rapide quand on est habitué. C'est le plus rapide pour moi. Voilà. Je ne sais pas si la réponse vous convient. Bon, ouais. C'est bon? Oui. Ok. Donc après, je note un peu toutes les idées que j'ai eues. Donc là, je pars un peu volontairement dans tous les sens. Donc on voit qu'on a des données qualitatives. Donc on va se dire qu'on va faire un diagramme donut. Il y a des données temporelles, donc on va voir l'évolution dans le temps. Je fais des petites manipulations rapides, pareil en Python ou en Excel, rapidement pour voir un peu ce que je pourrais ressortir. J'essaye aussi de m'inspirer donc des akavis précédents, des livres, ce qu'on va trouver sur des réseaux comme Pinterest, ou pour un peu voir pas ce qui est à la mode, mais qu'est-ce qui se fait un peu en ce moment. Voilà. Et une fois que j'ai fini, là, je suis dans un fichier, un bloc-notes généralement, et j'efface tout ce qui est un peu hors sujet, ce qui est tout seul, en fait, ce qui ferait intrus avec tout le reste. Et donc voilà, une fois que j'ai bien filtré, je peux continuer. Donc voilà une petite note personnelle. Donc pour dire que là, on est dans un cas particulier de visualisation créative. Donc c'est personnel, mais je ne vais pas rechercher travailler de la même façon si si on va me demander une visualisation efficace pour quelqu'un qui va regarder des KPI dans une entreprise, qui va regarder des indicateurs. Donc ça me paraissait important de préciser que dans tous les cas, on va essayer de valoriser l'information, mais que dans le premier cas de quelque chose de créatif, on peut se permettre de laisser l'utilisateur chercher, passer sa souris, découvrir un peu les données et approfondir, tandis que dans la deuxième, faut vraiment que l'utilisateur ait l'accès aux données pertinentes le plus rapidement possible. Après, c'est plus une distinction que je fais moi, je sais pas si... En sachant que les deux sont pas incompatibles non plus. Voilà. Donc à cette étape, j'arrive à peu près avec les visualisations que je veux faire. Donc à ce stade, typiquement, je savais que j'allais faire un réseau, un diagramme Sankey, un word cloud, ce genre de choses. Et du coup, je sais quelles données il va me falloir pour
quelles données il va me falloir pour faire mes visualisations. Voilà. Parce que j'aime bien séparer en deux phases. Généralement, c'est vraiment deux phases bien distinctes. Je prends les données brutes, je les mets dans une certaine disposition et après, je les mets directement, je les visualise. Mais j'ai un fichier intermédiaire entre les deux où je vais avoir les données préparées. Donc, ça permet pour moi de gagner en clarté et voilà. En sachant que des données préparées peuvent être utilisées pour deux visualisations différentes. Et ça me permet d'avoir une flexibilité sur les outils. Après, une fois que j'ai mes données intermédiaires, je peux les récupérer pour les visualiser avec n'importe quel outil et changer d'avis en cours de route. Donc, voilà. Hop, voilà, donc je vais passer sur les exemples. Donc le premier exemple, c'est un graphe. Donc c'est une représentation des relations existantes entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires. Donc les nœuds vont représenter les organismes et les bénéficiaires, tandis que les traits vont représenter les transactions. Donc on peut mettre la largeur proportionnelle à la transaction, mais ça devient très vite illisible étant donné l'écart type des transactions. Il y a des très grosses transactions et des toutes petites. Donc même avec une échelle logarithmique, je trouvais qu'il y avait peu d'intérêt. Donc la problématique que j'ai rencontrée, donc c'est la taille et la taille du réseau, puisqu'on avait un peu plus de 53 000 transactions. Donc avec un SVG, c'est pas vraiment représentable. Donc voilà, donc j'ai choisi de prendre les 2000 plus gros bénéficiaires pour voir un peu, pour centrer justement sur le haut du tableau, on va dire. Donc là, j'ai fait une préparation en comment dire en Node.js. Donc je m'aperçois que j'ai inversé l'ordre. Je me permets donc pour le choix des outils. Donc là, typiquement, j'ai pris Node.js parce que quand j'ai fait ma recherche, je suis tombé directement sur la documentation d'une librairie qui montrait un exemple avec pile ce que j'avais besoin. Donc, je maîtrise plus Python, mais là, la librairie Node.js était vraiment efficace. Donc, je suis parti sur du Node.js. Après, c'est vraiment, je pense que l'outil, c'est presque secondaire dans le choix. Je pense que ça reste un choix assez personnel. Moi, cette fois-ci, donc, j'avais pas d'équipe, donc je pouvais choisir un peu ce que je voulais. Et j'avais des contraintes de temps, donc j'ai essayé d'aller vers des outils que je connaissais. Donc ça nous ramène à ça, donc comme je vous le disais, avec un fichier intermédiaire qui est un JSON qui représente le graphe sous forme d'objet, qu'après je viens lire avec D3JS pour afficher sous forme d'un SVG interactif. Donc mon deuxième exemple, c'est un diagramme de Sankey, donc pour visualiser les flux. Donc le diagramme de Sankey, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un diagramme où on va représenter la largeur des courbes que vous voyez à l'écran de manière proportionnelle au flux qui est représenté. Donc cette visualisation, dans notre cas, permet de visualiser la répartition des aides selon le type d'aide et le type d'œuvre. Donc là, la problématique principale, ça a été l'animation. Donc, comme on voit à l'écran, les cercles jaunes s'ils ne sont pas sélectionnés et bleus s'ils sont sélectionnés, donc représentent une transaction. Et l'échantillon de ces transactions a été sélectionné de manière aléatoire et pour être représentatif au maximum des données. Mais encore une fois, comme il y avait beaucoup de lignes, c'était pas possible d'afficher 53 bulles sur la page web. Donc, on a choisi un échantillon représentatif. J'ai plus exactement le chiffre en tête. Donc là, pareil, un petit travail en amont de fusion des données brutes pour pouvoir afficher en bas, au passage de la souris,
une petite phrase explicative sur le collecteur. Et voilà. Et c'est à peu près tout. Donc, 2 fichiers en export pour bien séparer les billes et le flux en lui-même, pour avoir 2 objets bien distincts. Et encore une fois, donc D3JS et SVG interactif. Voilà, donc le 3e et dernier exemple. Donc, le nuage de mots. Donc, quand je parcourais le fichier, je trouvais que les descriptions étaient plutôt explicites et donnaient un bon aperçu du contenu du projet. Donc, même sans lire le type d'aide ou le type d'œuvre. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de regarder la fréquence des mots et de faire un word cloud un nuage de mots à partir de ça. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé une librairie Python qui s'appelle Word Cloud. Parce que c'est pareil, c'est une librairie qui est assez simple d'utilisation et qui permet d'utiliser des masques. Donc là, j'ai utilisé un masque du logo de la copie privée pour afficher le nuage de mots tout autour du logo. Donc, et une fois que j'ai eu ça, donc ça c'était une image fixe, mais moi ce qui m'intéressait c'était pas l'image, c'était les positions des mots, parce que je voulais récupérer le nuage de mots de manière interactive. Donc après, je l'ai redessiné avec D3JS pour pouvoir afficher des éléments supplémentaires et faire des interactions au survol de la souris avec D3JS toujours. Donc voilà, donc la dernière étape, celle qui a été un peu la course, c'était l'assemblage des différents éléments que j'avais pensé tout au long du week-end. Donc, j'avais fait des éléments chacun séparément dans une page HTML. Et là, il fallait mettre un peu tout ensemble, respecter les tailles et, et bien répartir les espaces et que ce soit assez logique. Donc voilà, donc un peu d'HTML et de CSS pour former un site statique. Donc il n'y a pas de serveur, c'est juste une page HTML toute simple. Il n'y a pas de serveur en back-end. Voilà. Donc rapidement pour vous expliquer un peu comment a été réparti mon temps, même si je pense que vous l'avez compris pendant la présentation. C'est essentiellement un gros travail de recherche en amont, de réflexion, d'idées qui mènent pas forcément quelque part. Et puis après, c'est de la préparation des données. Et au final, la visualisation, quand on sait où on va avec tous les exemples qu'il y a sur Internet et tous les tutoriels, ça arrive assez vite. C'est plus se fixer une réflexion, se fixer un nombre de visualisations fini qui est le plus difficile. Donc voilà quelques pistes d'amélioration que j'ai remarqué, que j'aurais voulu faire si j'avais eu le temps. Mais voilà, comme je disais, il faut savoir s'arrêter. Donc le design, il n'a pas du tout été pensé pour mobile dès le départ. Donc ce qui a rendu les choses assez difficiles au niveau du responsive. Et même si j'avais réussi c'est pour ça que je ne l'ai pas fait après, à passer le design sous mobile, ça n'aurait pas vraiment eu d'intérêt vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont au passage de la souris. Donc, il aurait fallu aussi adapter cette réflexion d'interaction avec la souris qu'on n'a pas sur tactile. Donc, où on peut avoir le clic, le double clic, mais on va pas avoir ce survol. Ça va pas vraiment être géré de la même façon. Donc, voilà, pour cette fois, je me suis dit que je laissais tomber. Et sinon, au niveau des optimisations, donc je sais qu'il y a des librairies comme WebGL ou ce genre de choses, des librairies un peu plus poussées qui permettent de gérer justement des réseaux avec un grand nombre de transactions, un grand nombre de nœuds. Donc voilà, je les connaissais pas, donc j'ai pas pu les pousser dans le temps imparti, mais je pense que ce serait des bonnes pistes d'amélioration. Après, je pense que n'importe qui en trouverait sans doute d'autres.
Donc, voilà. Je vais peut-être passer je vais peut-être faire une petite démonstration si ça vous va et on répondra aux questions après. Ou comme vous voulez. On peut faire les questions avant et voir la visualisation après. On va prendre des questions s'il y en a. Bon, la visualisation, la démo alors. Ça va avoir des questions. Voilà. Ouais. Voilà. Après, les questions, n'hésitez pas à être large. Hein, c'est pas forcément sur la visualisation ou sur autre chose que j'ai dit. Hein, il y a pas vraiment il y a pas de problème. Alors. Non, c'est pas bon. Ça va pas. Ça va pas changer. Je vais... Ah, c'était bon? Oui, Non, oui, là tu es bon juste avant. Ah, autant pour moi, désolé. C'est bon, j'ai pas de retour. Donc voilà à peu près. Donc voilà le rendu final. Donc en termes de design, donc j'ai essayé de faire, j'avais en tête de faire un rendu un peu journal, un peu old school, donc avec une police sérif pour la plupart pour les textes et pour les titres, avec un fond avec une texture de papier journal en arrière-plan. Donc pour prendre un peu le contre-pied des visualisations un peu plus lissées, donc pour ajouter un peu de grain à la visualisation. Donc sur la gauche, on va retrouver deux blocs de texte descriptifs qui retracent un peu ce qu'on a déjà dit, avec par exemple le plus gros des organismes, qui est la SACEM, qu'on va pouvoir survoler et faire apparaître au niveau du diagramme Sankey. Pareil pour les organismes les plus notables. Après, on va avoir un peu un petit histogramme des montants versés, donc qui correspond bien à ce que je disais, puisqu'il faut faire attention que c'est sur une échelle logarithmique. Donc, on voit bien que la plupart des montants se situent à moins de 200 000 euros. Donc, voilà. Donc, pour le diagramme en lui-même, donc on peut passer au survol et voir les catégories qui sont concernées. Et lorsqu'on clique sur lancer l'animation, on a justement les transactions comme si elles étaient effectuées en temps réel. Et on peut survoler une des catégories pour voir où partent les billes. Donc, typiquement, je vais prendre voilà, je vais relancer l'animation. Typiquement, c'est la CACD, c'est un organisme qui gère les auteurs dramatiques. Donc, on voit que ça va aller vers le théâtre, le festival et les spectacles vivants. Alors que si je prends quelque chose qui est concerné par la musique, on va aller vers les concerts, les disques, plus que les spectacles vivants ou le théâtre, typiquement. Donc voilà, je lance une petite dernière fois pour voir un peu dans le sens inverse d'où vient l'argent des concerts, d'où vient l'argent qui a été versé dans le cadre des œuvres musicales. Voilà. Pour le diagramme Sankey. Donc après, un petit tableau interactif en lien avec le graphe, qui, lorsqu'on clique, nous donne un tableau des montants qui ont été versés. Donc on voit que l'industrie musicale est quand même dans les plus gros bénéficiaires. Et après, donc on a le graphe qui est zoomable, qu'on peut déplacer, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque j'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse le lire sans trop zoomer, justement. Donc, et avec la description au-dessus qui nous donne le montant qui a été versé et le montant qui a été reçu sur ces années.
Voilà, ça permet de voir un peu les groupes, les communautés dans par le lien que créent les transactions. Voilà. Et pour finir, donc comme j'expliquais plus tôt, le nuage de mots avec en description, par exemple, quels sont les projets qui ont le mot festival typiquement. Voilà, donc les projets ayant mis festival dans leur description sont catégorisés dans l'aide diffusion de spectacles vivants. Voilà. Ce qui paraît assez logique. C'est tout pour moi pour la démonstration. Voilà. Quand il a eu le premier prix, des applaudissements, mais je vous propose de leur donner une petite. Question? Moi, j'en ai une. Voilà, tout à l'heure, quand tu as présenté tu as tes exemples, tu as commencé par ce graphe, justement. Est-ce que c'est est-ce que c'est par celui-là que tu as vraiment découvert les données ou est-ce qu'avant, il y avait des graphiques que tu ne nous as pas montrés? Non, je dirais que c'est quand même un des premiers graphes, outre l'histogramme, c'est un des premiers graphes que j'ai fait. Oui. Non, si je dis pas de bêtises, je les ai bien mis dans l'ordre. C'est une coïncidence, mais je les ai mis dans l'ordre des exemples que j'ai fait. Donc c'est le graphe en premier, non, enfin l'histogramme, le graphe, le diagramme Sankey et le nuage de mots. Question très rapide. Merci d'abord, Ronan, c'est Marc à l'appareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu nous as parlé des points à améliorer dans ton travail et tout ça, mais moi, je m'intéresse encore plus en amont. Quels seraient les points à améliorer dans la base initiale, dans la matière brute? Je sais pas trop, honnêtement, parce que c'est. Bon, je vais pas faire. Je vais pas. Je sais pas comment dire, mais par rapport aux données qu'on trouve d'une manière générale, on est quand même sur de la donnée qui est relativement qualitative. Là, les 3 fichiers tels qu'on les a reçus, c'est quand même assez rare d'avoir une donnée aussi propre. On est quand même habitué à faire une étape de nettoyage avant. Là, il n'y en a pas eu besoin. Donc, non, là, j'ai rien qui me vient parce que globalement, les données étaient très propres. Il n'y a pas eu de travail à ce niveau-là. Les données étaient très propres parce qu'elles ont été travaillées par tous les analyses. Oui, oui. Il a assemblé tous les fragments qui n'étaient pas terribles. Et on peut quand même mentionner les artisans qui ont nettoyé ça et qui sont souvent très modestes dans leur tâche. Vincent, Job, Alain. Ah oui, le travail est colossal, je pense, hein, parce que c'est assez rare d'avoir des données comme ça, autant sur la forme des données que sur les descriptifs qu'il y avait autour, les métadonnées, etc. C'est vraiment du travail qu'on apprécie quand on fait de la visualisation. On a vraiment pu se concentrer, je pense que je parle pour tous, on a vraiment pu se concentrer sur la visualisation et pas sur le nettoyage, alors qu'en temps normal, on aurait passé 90% sur le nettoyage. C'est un peu ce que j'ai expliqué sur l'esprit d'Acadie, c'est justement d'essayer de faciliter cette phase de nettoyage des données pour qu'en 10 jours, les participants se concentrent vraiment sur les databases. Effectivement, si on n'avait pas nettoyé les données, on aurait effectivement 90% du temps passé à nettoyer et que 10% sur la visualisation. On aurait probablement des résultats beaucoup moins intéressants que ce type de travail qui est juste assez bluffant. Moi, j'aurais une petite question. Alors, pas par rapport à ton travail qui est vraiment superbe, mais qu'est-ce que, par exemple, le graphe que tu as présenté t'a appris en termes d'informations quand toi, tu l'as regardé, tu as manipulé? Quelles sont les informations que toi, tu en as sorties? Parce que tu dis, moi, j'ai fait un travail de recherche, j'ai fait après des visualisations, puis au final, est-ce que ces visualisations te font ressortir des informations particulières? Oui, j'ai fait des recherches surtout parce que je partais de zéro aussi. Je connaissais pas du tout la copie privée et je connaissais que la SACEM, je pense, en organisme et je savais pas vraiment ce que ça faisait. Et moi ce
qui m'a surtout marqué, parce que sur ces visualisations, c'est les différences de montants, en fait. On va avoir vraiment beaucoup de petits montants pour l'éducation des artistes et l'éducation culturelle. Typiquement, sur ce graphe, on voit vraiment que l'éducation et la formation des artistes, ça représente au final très peu comparé à la création, à l'industrie du disque, etc. Donc, c'est ça que ça m'a appris, et que le champ d'action était quand même assez varié. Mais c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans une certaine logique, ce qui fait qu'on n'est pas non plus, il y a pas non plus de grosses surprises, ce qui est bon à savoir. Mais quand on regarde le nuage de mots, on est sur des financements d'activités culturelles. Donc on retrouve musicien, on retrouve éditorial, on retrouve concert, on retrouve jazz. Ça a pas, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Ouais, voilà, c'est un peu ce que je dirais. Beaucoup de petits montants. C'est ce que je retiendrai du plus surprenant de ce jeu de données. Ce serait ça. J'avais une question, je ne connais pas les fichiers qui ont été fournis. Vous avez utilisé quelle proportion de caractéristiques des différents fichiers dans vos représentations? Quels ont été éventuellement les critères de sélection de ces caractéristiques, ces features? On parlait de 3 fichiers et de la question de savoir est-ce que vous avez utilisé un ou plusieurs des fichiers fournis. Et si c'est le cas, quelles difficultés ou comment vous avez exploité au mieux les relations possibles dans ces différents fichiers? Après, comme je disais, c'est vrai que c'est des données qui étaient déjà toutes préparées, donc c'est un peu un cas particulier. Surtout que le deuxième fichier, il me semble, était un regroupement qu'on pouvait retrouver à partir du premier fichier. C'était le regroupement par année, ou je ne sais plus, mais moi j'ai utilisé 2 fichiers. Donc, le fichier qui contenait toutes les transactions une à une, et je me suis servi de toutes les colonnes, il n'y en avait que 7. Elles étaient suffisamment explicites, et enfin il y avait à faire avec les 7 colonnes. Je peux vous retrouver les 7 si vous Il n'y a pas eu de choix, il pas n'y a dire pas de eu de bêtises. problématique de sélection. L'idée, c'était de savoir quel processus vous auriez pu mettre en place pour sélectionner vos caractéristiques dans les jeux de données. Par exemple, là, il n'y a pas de caractéristiques de temporalité, alors que j'ai cru comprendre que vous exposiez au début de présentation qu'il y avait cet axe-là. Depuis plusieurs années, oui. Ouais. Ah oui, exact. Oui, exact. Oui, typiquement, l'année, je ne l'ai pas pris pour plusieurs raisons. Donc là, j'ai ouvert le fichier. Vous voyez ma page web ou mon fichier Excel? Vous voyez ma page web? Non, On continue de voir la démo. on voit la démo. Mais il va falloir que je sois bref, Ronan. On dépasse le temps là. Mais Ok, d'accord. continue. Ok. Juste rapidement, les années, je les ai pas pris parce que il y en avait, enfin, c'est peu d'années, 5 années pour faire des graphes, et toutes les données commençaient pas à la même date. Donc, ça rendait difficile les choses. Et en dernier point, moi, je m'étais concentré sur les transactions et les relations entre les différents organismes et les aides. Donc, il fallait choisir un axe. J'ai pris celui-là. Ça fait partie des visualisations que j'ai rejetées. Merci. Alors, je vais juste revenir plus en amont sur ce qu'est cette fichue copie privée que beaucoup de personnes découvrent jour après jour, en soulevant le couvercle. Et plus on soulève le couvercle, et plus on ouvre les yeux. Copie privée, ça a été reconnu en France en 1957, je ne suis pas tout jeune, et a été créé ici une exception au droit d'auteur. Droit d'auteur, lorsque vous êtes auteur, vous créez une œuvre, qu'elle soit musicale, écrite, photo, peu importe la forme, vous avez un monopole sur cette œuvre. Donc, si quelqu'un veut copier et veut porter atteinte finalement à votre monopole, il ne peut pas. Et s'il le fait, il fait contrefaçon. Contrefaçon, peine maximale, 3 ans de prison, 300 000 € d'amende. Donc, vous imaginez bien que lorsque vous allez ripper un DVD, un CD audio, pour ceux qui le font encore, il serait inenvisageable que d'aller contacter la SACEM ou les autres organismes de gestion collective pour leur demander l'autorisation de réaliser cette copie.
Et donc, pour éviter cette espèce d'attaque DDoS de demande d'autorisation de copie, a été créé, donc a été institué en 1957, donc il n'y avait pas de CD audio, je vous rassure. Donc, pour la copie gramophone, enfin, je ne sais pas ce qui se faisait à l'époque, mais a été créée cette exception de droit d'auteur et qui a été consacrée dans la loi, la grande loi de 1985, et grande loi culturelle de 1985. Et par la suite, c'est même remonté d'un cran, puisque ça a été inscrit dans la directive droit d'auteur de 2001, à l'article 5.2b, si vous êtes vraiment curieux. On a la possibilité, enfin les États membres ont la possibilité en Europe de reconnaître la copie privée. Et pour ceux qui le reconnaissent, eh bien, il y a un système de redistribution de ce qu'on appelle en France une rémunération, mais en réalité, c'est une indemnisation. Donc, en contrepartie de la liberté que vous avez à copier des œuvres sans demander l'autorisation aux organismes de gestion collective, eh bien, il y a une redistribution, il y a une somme qui est prélevée. Voilà. Alors, vous voyez bien que là, par exemple, dans ce tableau-là, donc, qui est beaucoup moins complet que la visualisation qu'on a vue jusqu'à présent. Mais vous voyez, en 86 ou en 87, la copie privée, c'était 11,13 millions d'euros. 11,13 millions d'euros. C'était à l'époque, 86, on était plutôt sur les cassettes audio et les disquettes. Ça pousse un carré, les autres. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, les sommes ont augmenté, bon, sauf une et deux. Et est-ce que tu peux descendre? Et vous voyez, si on descend, et puis après, il y a un saut. Il y a un saut à partir des années fin 90, début 2000. On passe à des montants qui sont nettement plus sérieux. Donc, on est passé de 11 millions ou de quelques millions d'euros à des sommes qui ont dépassé les 125 millions d'euros en 2002, 2003, 156 en 2006, et si on descend encore, on doit être à 225 en 2019, je crois, de mémoire, je ne me rappelle plus très bien. 260 en 260. 2019, 2020, on est à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Donc, ce n'est pas des montants neutres. Et ces montants sont donc faits, sont donc calculés, ils sont établis à partir d'un barème publié au journal officiel, et des sommes sont prélevées sur tous les supports de copie. Donc, c'est la liste que je vous avais tout à l'heure, les téléphones, les smartphones, les tablettes, les clés USB, les cartes mémoire, les box, les disques durs externes, etc. Je vais vous demander à côté de la TVA. Super question. J'en reviens. Donc, les montants ont explosé. Alors même, et c'est ça qui est un côté miraculeux dans ce système, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'une économie de stock. Hein, on a tous collectionné des ribambelles, enfin, en tout cas moi, je pense que personne qui a fait devant c'est pareil, des ribambelles de CD avec ripé, voilà, on faisait des collections. Un peu comme ce qu'on faisait avec les cassettes VHS, c'était pareil, on avait des collections VHS dans une bibliothèque bien rangée par ordre alphabétique, par poids, par couleur, etc. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette économie de stock, on est dans une économie de flux. Hein. Flux, c'est Spotify, YouTube, Netflix et tous les autres. Donc, ça ne sert plus à rien de posséder. On profite quelque part du flux, on se met au bord de la rivière, on regarde, et puis après on change de rivière. Malgré tout, les montants explosent. Il y a un miracle français, il y a un particularisme français qui fait que Cocorico, la France est numéro 1, alors parfois numéro 2 avec l'Allemagne, mais généralement est numéro 1, c'est le pays où il y a le plus gros montant de redevance copie privée qui est prélevé chaque année. C'est parmi tous les pays au monde qui prélèvent ça. Alors ce miracle tient, il y a plusieurs explications. Première explication, c'est que les barèmes, donc il y a des barèmes qui dépendent de chaque support. Par exemple, pour un smartphone ou une tablette, au-delà de 64 Go, le barème, c'est à 14,60 €, donc 14 € par appareil. Pour un DVD, c'est 90 centimes d'euros, etc. Pour une box, ça peut monter à 30 €. Une box pour une sordate, c'est 30 €, puisqu'il y a une partie disque dur dessus. Alors, et un disque dur de 1 Tera. Alors, je crois que c'est autour de 10 €. Quel que soit l'origine du support. Quel que soit. L'origine du support, si je commande, la différence entre le commandé à la FNAC, qui a un barème de prix. Ou une boîte de Luxembourg. Français et le commandé sur Amazon. Quelle que soit l'origine du support. Quelle que soit l'origine. En principe.
en théorie juridique. Donc, d'où vient cette force française? Parce que 300 millions d'euros, à cette époque de cette logique, cette économie de flux, c'est assez miraculeux. Enfin, une des pistes d'explication, je serais de mauvaise foi si je disais que c'était la seule, mais en tout cas, elle est importante, c'est que qui établit ces barèmes? Ce n'est pas le ministère de la Culture sur un coin de table qui va publier un décret de temps à autre mettant à jour les barèmes. Non. C'est une commission administrative dans laquelle on trouve 12 représentants des bénéficiaires, donc c'est toute l'industrie culturelle, vous avez notamment la SACEM, on va en parler. Et en face, vous avez 12 redevables, 12 représentants des redevables, avec une particularité encore, c'est que ce collège des redevables est coupé en deux. Vous connaissez l'adage? On divise, pour mieux régner. Le collège des redevables est divisé en deux, avec 6 représentants des consommateurs et 6 représentants des industriels. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait Saint-Cyr ou toutes les grandes écoles françaises, cumulées ou l'une ou l'autre, pour comprendre que les intérêts d'une association de consommateurs ne vont pas être tout à fait identiques à ceux de Apple. Donc, on a 12 ayants droit qui ont besoin simplement d'une voix pour faire passer leur barème. Quand en face, eh bien, vous avez 6 représentants et 6 représentants. Et le fait est que cette commission administrative, qui tient les rênes de ce pouvoir, eh bien, finalement, ce sont les bénéficiaires de ces sommes. C'est assez miraculeux. Et autre particularité, on revient à notre question, quand est-ce qu'on paye les copies privées? La logique bête et méchante, qui consiste à dire, dans la mesure où la copie privée est reconnue aux particuliers, qui a la possibilité de faire des copies privées, on va plutôt la prélever à la caisse enregistreuse, c'est-à-dire lors de l'achat. Et c'est trop simple, c'est trop simple. Le système français est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus... Alors, quelqu'un dit vicieux, je ne crois pas, mais vous l'avez pensé, je pense. Donc, en France, la redevance copie privée est prélevée en sortie de paquebot, en sortie de docker, si vous voulez, au Havre, ou lorsque des cargaisons d'ail machin ou d'Android bidule arrivent sur le territoire français lors de l'importation, c'est là où la copie privée est prélevée. Avec un charme tout à fait délicat, c'est qu'à ce niveau de la chaîne commerciale, on ne sait pas si le smartphone va aller dans les poches de mon voisin parce qu'il va réaliser des copies privées, ou de mon autre voisin parce qu'il a une société, il en a besoin pour travailler. Donc, du coup, toute la chaîne, à la fois particulière, donc ceux qui réalisent des copies privées, mais également la chaîne professionnelle, paye la redevance copie privée. En fait, on ressent une inflation de prix, mais en fait, derrière, il y a le coût qu'a payé Amazon pour apporter. Alors, Amazon n'est pas. C'est plutôt les. Ouais. Lorsque vous avez un importateur ou un distributeur, eh bien, il va déclarer le nombre de supports qu'il a importé en France, et puis après, il va le multiplier par le nombre d'unités. Donc, le smartphone, j'ai dit que c'était 14 € sur 64 gigas. Si je rentre 1 million de smartphones, je multiplie par 14 € et je fais le chèque à Copie France. Tout simplement. Mais avec ce système-là, tout à l'heure, je vous ai dit que sur un DVD, par exemple, c'était 90 centimes de redevance copie privée. Je vous montre un petit peu le côté pernicieux de ce mécanisme-là, c'est que si un jour vous avez malheureusement une jolie tumeur, si tant est qu'il puisse y avoir des jolies tumeurs, et que vous allez dans un cabinet de radiologie pour faire une IRM, quand le gentil opérateur, préparateur, je ne sais pas comment ils appellent, va vous filer votre dossier sorti avec l'imagerie médicale gravée sur un DVD, le système français, dans son principe même, fait que sur le DVD, il y a 90 centimes de copies privées qui vont dans les poches de Johnny et Nicolas. Sur le DVD vierge, je me souviens avec un des tags. Non, mais le DVD sur lequel vous avez votre imagerie médicale, juste avant d'avoir l'imagerie médicale, il était vierge. Donc, il a été acheté vierge, il a été importé en France, et comme la redevance copie privée est prélevée au plus haut niveau de la chaîne commerciale, eh bien, tout le système paye, même dans le secteur médical. Et ce que je dis là pour le secteur médical, parce que c'est un exemple qui est bien frappant, mais je pourrais le multiplier en parlant du garagiste, en parlant du comptable, en parlant du magasin qui est en face, tout le secteur professionnel. Donc, du coup, tout le monde paye. Tout le monde paye. Et donc, vous avez ça, vous avez une commission administrative où les ayants droit sont en force,
qui décident eux-mêmes des montants avec une étude plus ou moins sérieuse, hein, préparée en amont, mais qui vont décider finalement des barèmes qui vont être infligés sur les supports vierges. Et après, vous avez des barèmes, enfin des prélèvements qui sont effectués au plus haut niveau de la chaîne commerciale, là où on ne sait pas si le support va aller dans les poches de Jean-Kévin pour réaliser ses copies, ou dans les poches d'un cabinet de radiologie, ou d'un garagiste, d'un comptable, d'un avocat ou autre. On a une visibilité sur l'évolution des barèmes pour savoir si c'est bien cette évolution de barème ou l'augmentation du volume qui fait les 300. Alors, les barèmes évoluent, il y a des barèmes qui ont baissé temporairement, mais normalement les barèmes augmentent. Et en plus de quoi, c'est ce mécanisme-là, parce qu'il vient parasiter quelque part le succès commercial de la vente de support, c'est que plus un support fonctionne bien, et plus on arrive à la copie privée augmente. Est-ce qu'on a une visibilité justement sur les autres pays, vous parlez de l'Allemagne par exemple, savoir s'ils ont déjà diffusé ces données, c'est déjà. Ah, ça, je ne sais pas, mais je vais vous raconter l'histoire de la naissance de ce jeu de données. Donc voilà, ce régime-là, il est assez extraordinaire, et c'est une spécificité française pour le coup, qui fait que moi, je m'y suis intéressé très tôt, d'autant plus que pour établir ces barèmes, les ayants droit font des études d'usage. Enfin, la commission copie privée, c'est l'instance administrative, réalise des études d'usage. Grosso modo, ils prennent un panel, ils mettent un thermomètre dedans, et regardent les pratiques de copie de ce panel-là, et ensuite ils déduisent sur un coin de table des montants de perception. Les études d'usage sont payées par les ayants droit, ceux-là même qui sont en force au sein des commissions administratives et qui, après coup, vont percevoir les sommes en question. Ça m'a fait rire aussi. Ouais. Et donc, ce régime qui est. Bon, enfin, là, on a un stade incestueux qui est assez avancé, mais on va continuer. Donc, dans ce régime-là, avec ces études d'usage, pendant des années, dans les années 2000, par exemple, les ayants droit d'oublier une chose. Parce que quand tout à l'heure, je vous ai demandé qui a copié, je n'ai pas précisé qui a copié licitement. J'ai demandé qui a copié. Mais la copie privée, elle ne vient pas indemniser la copie illicite, elle vient indemniser la copie licite. En fait, par exemple, d'acheter, encore un CD à la FNAC, puis de le ripper pour son autoradio sur sa SIM Camille. Pendant des années, dans les années 2000, les ayants droit avaient oublié, lorsqu'ils faisaient des études d'usage, de purger leur questionnaire et d'enlever les copies illicites. Donc, ils demandaient aux sondés, est-ce que vous avez fait des copies de MP3 ou autre? Tout le monde disait oui, parce que c'était l'ère post-Napster, et tout le monde copiait tout. Et donc, du coup, les études d'usage, le thermomètre montait dans le rouge, mais c'était une température hallucinante. Il a fallu que le Conseil d'État intervienne pour leur dire, non, on ne va pas mélanger serviette et torchon, parce que autant les copies licites d'œuvres se compensent par la copie privée, par la redevance copie privée, autant les copies illicites d'œuvres se compensent par une action en contrefaçon. Ce n'est pas la même chose. On ne comprend pas. Et donc, il y a eu plein d'aventures comme ça. Et j'accélère un petit peu le temps. 2012, rencontre cinématographique de Dijon. Je suis dans la salle. Il y a Jean-Noël Tron, numéro 1 de la SACEM, qui évoque, parce qu'on était dans une fenêtre parlementaire un petit peu sensible, et il évoque la question de copie privée, expliquant que grâce à la copie privée, et surtout aux 25% de copie privée, ces 25% qu'on a vu là en database, le secteur culturel est parvenu à avoir un lien de solidarité extrêmement fort. J'ai la vidéo, vous la trouvez sur YouTube très facilement, un lien de solidarité très très fort avec le monde politique. Et quand les élus quand le milieu de la culture a eu besoin de votes favorables pour tel ou tel projet de loi, on était là. Le politique est là. Voilà. Pourquoi? Parce que cette copie privée, en fait, grâce aux 25% qui vient financer le festival de Cannes, le festival d'Avoriaz, le festival de BD d'Angoulême, tous les festivals, les élus locaux sont bien contents que ces sociétés de gestion collective mettent la main à la poche. Le ministère de la Culture est tout aussi content puisque, grâce à ces flux, lui, il a moins de subventions à verser. Et donc, quelque part, ça fait une opération triangulaire où tout le monde est content de tout le monde. C'est merveilleux. Hein. Donc, merci les cabinets de radiologie. Merci les garagistes. Merci tout le monde. Oui. En fait, l'image que vous dressez, je la trouve un peu grave parce que là, vous parlez d'une situation où on a un cartel
on a une sorte d'économie de la rente avec des entreprises privées qui récupèrent l'impôt. C'est une indemnisation, ce n'est pas un impôt. C'est ni une rémunération. En France, on appelle ça une rémunération, mais ce n'est pas une rémunération. Parce qu'une rémunération, déjà là, il y a un piège dans la guerre des mots, c'est que quand vous parlez de rémunération, quand il y a une réforme qui arrive, quand il y a un député, par exemple, qui se dit, bah, tiens, la copie privée, ça m'intéresse, et je vais essayer de faire bouger les lignes. Et ça arrivait à Eric Autorel, député Finistère. Eric Autorel, là, il s'est pris un vent d'opposition, mais extrêmement fort, d'une partie de l'industrie culturelle, parce qu'il a voulu faire bouger les lignes, il a voulu insuffler la transparence dans ce mécanisme-là. Et voilà. Et après, il y a aussi un jeu, c'est-à-dire que pour les bénéficiaires, les auteurs, les artistes interprètes, les producteurs ou autres, ben, on ne touche pas une rémunération. Enfin, un député n'a pas à toucher à une rémunération. Alors qu'en réalité, cette somme-là, elle vient indemniser un préjudice, c'est la liberté qui est offerte à chacun de réaliser des copies privées. Est-ce que selon vous, c'est un système suspicieux ou corrompu ou comment vous qualifiez ça? Un système magnifique, qui est magnifique, une efficacité redoutable, mais à chaque fois que j'en parle, j'ai la musique du parrain en tête. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis un mélomane. Non, c'est un système qui est pernicieux et sur lequel les opérations de transparence sont parfois difficiles. Et justement, en transparence, si on peut voir la recherche de la requête que je t'ai montré. C'était l'autre fenêtre. Voilà cette fenêtre-là. Donc, ça, c'était la database version ministère de la Culture. Moi, je suis parti de là-dedans. Donc, j'avais évidemment découvert que, parce que c'est inscrit dans le code de la propriété intellectuelle, que sur 100%, il y a 75% qui sont redistribués aux ayants droit, et il y a 25% qui sont conservés par les sociétés de gestion collective, enfin conservés temporairement, et qui viennent ensuite financer les festivals et tout. Et moi, en ayant en mémoire les paroles de Jean-Noël Tron, le numéro 1 de la SACEM, qui expliquait que ce lien de solidarité avec les 25%, avec les élus locaux, etc., je me dis, tiens, ça serait intéressant d'avoir accès à ces rapports, parce que dans le code de la propriété intellectuelle, il était dit à l'époque, dans sa version d'alors, 2011-2012, que chaque année, les sociétés de gestion collective retranscrivent dans des rapports qui sont remis au ministère de la Culture les flux, c'est les flux de 25%. Ça va, me suivez? Et donc, moi, bêtement, parce que c'est un exercice que j'aime bien faire, j'ai fait une demande CADA au ministère de la Culture pour dire bonjour madame la ministre, ou monsieur le ministre, qui était ministre à l'époque, auriez-vous l'obligeance de transmettre les rapports en question pour que je puisse fouiller dedans, pour que je puisse mettre le nez dedans, mais pas un nez de database, parce que je n'ai pas ces compétences-là, mais voir un petit peu ce que je peux trouver, moi, en tant que journaliste. Et il a fallu que j'aille jusque devant la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a constaté, qui a considéré que ces documents étaient des documents administratifs et communicables, et le ministère de la Culture m'a ouvert les portes. Sauf qu'ils m'ont expliqué qu'on regarde la masse des documents qui étaient sur la table, au sens figuré. Il leur était impossible de m'envoyer ces données-là, qui n'existaient qu'en version papier. Et ce, en 2011-2012, après Jésus-Christ. C'est important, c'est après Jésus-Christ. Donc, j'avais l'impression d'être pris pour un bonnet, et ça, j'adore ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais y aller, quoi. Donc là, j'ai mis un casque, j'avais plutôt la musique de Brésil plutôt que celle du parrain, et je suis allé au ministère de la Culture, j'habite pas Paris, hein. Je suis allé au ministère de la Culture et j'ai été reçu par les comptes du ministère de la Culture, et notamment une archiviste, parce qu'il a fallu descendre au sous-sol, au troisième sous-sol pour récupérer ce dossier. Et on m'a dit, vous avez 3 heures, voilà les documents. Et je me suis retrouvé face à ça. Voilà. Et donc, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai tourné les pages, j'ai fait clac. J'ai pris des photos de centaines de pages et après, rentré chez moi, j'ai essayé de faire une lecture là-dessus, mais évidemment, elle était par définition incomplète, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de documents. Milliers de documents qui étaient rangés aux archives. C'est dire si ces rapports envoyés chaque année au ministère de la Culture étaient sérieusement contrôlés, nécessairement, parce que c'est le ministère de la Culture. Et cette expérience, elle a ému Aurélie Filippetti, qui est ensuite devenue ministre de la Culture, et elle préparait un grand projet de loi qui est devenu loi en 2016, c'est la loi création, mais elle avait préparé l'ébauche de ce texte-là, et il y avait un
un texte qui portait mon nom, un article Marc RS, voilà, suite à cette procédure CADA. Pour faire quoi? Pour demander aux sociétés de gestion collective d'open dataifier l'ensemble de ces flux. Donc, moi, j'étais tout content parce que je me dis, tiens, voilà, enfin, je vais avoir cette matière première, et puis ça va servir à plein d'autres journalistes, chercheurs, économistes, étudiants, juristes, je ne sais rien, pas tout le monde, quoi, bien commun. Sauf que, août 2014, Aurélie Filippetti a claqué la porte du ministère, je ne me rappelle plus comment c'était passé, mais a été remplacée par Fleur Pellerin. Et lorsque le projet de loi, là on était au stade avant le projet de loi, mais lorsque le projet de loi a été déposé au Parlement, eh ben, mon article, mon petit article, je ne demandais pas grand-chose, hein, mais il avait disparu. Là-dessus, j'ai eu des échanges aussi avec Marcel Rogemont, député socialiste, qui avait été très sensibilisé sur cette question de l'open data et qui avait mentionné mon action CADA dans son rapport sur la copie privée, qui est toujours disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Et j'en avais également parlé à Françoise Castex, qui était eurodéputée et qui était chargée à l'époque de rédiger une résolution européenne, qui n'a pas de valeur juridique, mais qui a un poids politique, une résolution européenne sur la copie privée. Et il y a une mention, c'est le point 23 ou 24, je ne sais plus très bien, qui demande, là encore, les flux de 25% ou équivalent dans n'importe tous les pays européens, soient en open data. Cette résolution est adoptée par le Parlement européen. Je reviens à Marcel Rogemont. Lorsque la loi création est arrivée dans l'hémicycle, le projet de loi création est arrivé dans l'hémicycle, ce bon Marcel, il a eu l'intelligence de déposer un amendement. L'amendement, j'ai identifié, c'est dans l'autre fenêtre. C'est un amendement. Voilà, c'est l'amendement AC, affaires culturelles, amendement numéro 280. Voilà, qui demande l'open data de ces flux. Et quand vous avez un amendement comme ça qui rentre dans le rouage parlementaire, c'est hyper dur pour l'opposition, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément l'opposition politique, en tout cas pour ceux qui sont contre, de s'y opposer parce que est-ce si mal que de demander la transparence sur les flux qui pesaient à l'époque 200 millions d'euros ou 200 quelques. Enfin, c'est vraiment logique que l'État ou le législateur vienne mettre son petit grain pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et l'amendement a été adopté, a été publié. Et c'est pour ça qu'à partir de 2016, il a fallu attendre que le site aidecreation.org, qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'autre. Je ne sais plus, je l'ai encore mis. Voilà, c'est ce site-là. Mais si tu peux en monter un petit peu, juste là, en dessus, en haut. Non, en descendre là, voilà. Et afficher tout ici. Là, tu peux descendre. Et c'est pour ça que depuis 2016, vous avez ces données-là, ce jeu de données. Alors, on ne va pas le faire parce qu'il y a quelques dizaines de milliers de l'information. Mais les sommes, effectivement, tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est qu'il y a des sommes qui sont très, très faibles, quelques dizaines d'euros, voire quelques euros. Par contre, en haut du tableau, on monte à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ces centaines de milliers d'euros, effectivement, oui, c'est pour financer le festival ou autre, mais après, il y a aussi des actions de défense des intérêts catégoriels, des actions de lutte contre le piratage, des actions de Adopi, par exemple, le fait de collecter des adresses IP, ça demande des sous, et bien, il y a des références Adopi dans le tableau en question. Donc, c'est marrant de voir ce système de redevance copie privée, qui est notamment payé par des laboratoires, financer la lutte contre le piratage, une espèce de millimélo complètement fou. Alors, pour être tout à fait honnête et complet sur la question des professionnels, il a fallu que le Conseil d'État tape du poing sur la table, et pas qu'un peu, pour que le législateur, et donc en l'occurrence, côté ministère de la Culture, se décide à bouger les lignes et à introduire enfin dans notre droit une possibilité pour les professionnels de se faire rembourser. Donc, ce régime brésilien, français, c'est quoi? C'est prélever la redevance copie privée au plus haut niveau de la chaîne commerciale, en sortie de tableau, voilà. Et ensuite, demander aux professionnels de se lancer dans une procédure pour demander le remboursement des sommes qu'ils n'avaient pas à payer. Brésil, je vous dis Brésil, vous l'avez en tête aussi. Et vous voyez, en fait, tous ceux qui soulèvent le couvert de la copie privée déjà découvrent. C'est pour ça que ce qu'a fait Ronan sur le travail, ce travail-là, c'est-à-dire d'abord comprendre exactement ce qu'il en a été, et il a découvert plein de choses. Et je comprends tout à fait.
Parce que je lui dis, c'est une usine à gaz où finalement, on fait payer les professionnels, mais après, on leur demande de se lancer dans une procédure auprès de Copie France pour réclamer ce qu'ils n'avaient pas payé. Sauf que la procédure, elle prend un temps administratif. Et quand vous avez un smartphone à 14 €, est-ce que vous allez passer 1 heure ou 2 en temps de travail professionnel pour se lancer dans une procédure de remboursement? Pas forcément, parce que vous êtes aussi un acteur économique qui va faire des arbitrages. Donc, du coup, déjà, outre le fait que en boutique, normalement, vous avez une obligation d'information. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en boutique, vous devez avoir un affichage qui vous dit si vous êtes professionnel, vous pouvez demander le remboursement de copie privée. Qui a déjà vu cette affiche? Tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai manipulé. Je fais des étiquettes pour les sites e-commerce. Ah, voilà. Pour les magasins. Ouais. Et je voyais par rapport à la D3E, c'est-à-dire l'écotaxe électronique, l'écotaxe mobilière, la DEA, et à côté, on a un copie privée. Et personne ne regarde parce que ces informations sont honnêtes, personne ne pense à se faire rembourser les écotaxes. Et là-dessus, en plus, c'est que le ministère de la Culture a produit un texte d'application qui a conditionné le remboursement d'un copie privée par les professionnels par la production d'une facture mentionnant le poids de la copie privée sur le support en question. Donc, si vous êtes professionnel, laboratoire d'analyse médicale, garagiste, artisan, ébéniste, ce que vous voulez, si vous achetez des supports, un téléphone ou autre, à des fins professionnelles, pour se faire rembourser ce que vous n'ayez pas à payer, il faut que vous produisiez une facture qui mentionne le poids de la redevance. Et très peu de factures mentionnent. Résultat des courses, si vous n'avez pas la facture avec le poids de la redevance, vous n'avez pas le sésame, et donc les sommes qui ont été acquises au plus haut niveau de la chaîne commerciale par les industries culturelles, des barèmes votés par une commission administrative où ils sont en force, où ils payent eux-mêmes les études d'usage, eh bien, elles sont acquises à eux et elles sont ensuite consommées. Et après, vous avez un quart qui part dans le financement des festivals. Voilà le régime français. Alors, tu peux mettre une demi-heure, je ne sais pas si je vais. On arrive au bout. Alors, si vous avez des questions ou autres. C'est quoi le meilleur argument qu'ils ont en faveur de ça? Je sais pas. C'est quoi le meilleur argument qu'on peut. Le meilleur argument, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de remise en cause ou des râles ou des oppositions, et ça s'est passé l'an dernier, il y a eu une manifestation devant le Sénat, j'étais là, où j'ai couvert l'événement, parce qu'aujourd'hui, maintenant, par exemple, depuis l'an dernier, les reconditionneurs, c'est-à-dire que les personnes les boîtes qui font du reconditionnement de téléphone, même de l'occasion de téléphone, en bit aussi, payent la redevance copie privée. Encore une fois. Oui, encore une fois. Et si le téléphone il revient dans le circuit, eh bien encore une fois. Et les montants, c'est 10 €. Là, on est à 10 € TTC. Les arguments, c'est à chaque fois mettre en avant le cercle vertueux. Là, il y a eu une fenêtre particulière, c'était le Covid, etc. Donc, la situation des artistes, il faut soutenir la création. Hors de question de couper les vivres, on ne touche pas une rémunération. Alors qu'en fait, ce n'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. On est plus proche de la prime, d'un versement assurantiel que d'une rémunération salariale. Donc les arguments, c'est à chaque fois ça, le cercle vertueux, le financement du festival et le soutien à la création. Mais en fait, la légitimité d'une somme ne peut pas trouver ses racines dans l'usage de ces sommes. Parce que moi, vous me donnez 1 million d'euros, je vous assure, je trouve plein d'usages légitimes. C'est 1 million d'euros, il n'y a aucun souci. Mais après, il faut quand même que je me pose des questions sur l'origine de ces sommes. Et c'est ça, la légitimité. Voilà. Et je sais que moi, à chaque fois que j'ai gratté, j'ai un peu trop gratté, je fais des volets de bois mort de tous les côtés. Est-ce qu'on est capable de savoir si tel ou tel festival. Oui, il y a un logo. D'accord. Et puis vous avez le tableau. Vous avez la base de données. Du coup, est-ce qu'on est capable de justifier pourquoi le festival X n'a pas reçu de subvention? Là, c'est le volet politique, stratégique. Vous voyez que parmi les principaux bénéficiaires, on a parfois des organismes de gestion collective qui vont accorder des sommes extrêmement solides à des festivals qui sont structurés, qui sont gérés par l'organisme de gestion collective. Ces organismes de gestion collective, ils sont identifiés, par qui, comment? Par le ministère de la Culture, ils sont agréés. D'accord.
Donc, ouais, parce que le bon plan, effectivement, pour changer de vie, c'est de devenir société de gestion collective. Parce que là c'est le paradis, sauf qu'il faut passer par les fourches du ministère. Alors, Juste une dernière question. très courte, alors, comme ça, on Oui, peut ce pas sera faire rapide. Tous les artistes ne sont pas à la SACEM, il y en a connu avec les Daft Punk, il y a aussi la musique sous licence libre et tout ça. Qu'est-ce qui fait la représentativité justement de ces sociétés, de perception des droits et ces sociétés justement de alors non, c'est comme les musiques enregistrées dans les boutiques, les supermarchés ou autres. La rémunération pour copie privée, si vous êtes diffusé, vous pouvez obtenir. Donc, si vous n'êtes pas à la SACEM, vous pouvez très bien aller voir les organismes de gestion collective en disant voilà, il y a des sommes qui me reviennent à moi, peut-être que l'affiliation n'est pas nécessaire. Et donc, donnez-moi des sous. Bon courage. Tout dernière très courte. Et donc, dans les rapports d'usage, la copie a augmenté de manière significative. Ça, c'est assez miraculeux. Ils trouvent toujours des personnes qui copient. Sauf que la base des répondants qui expliquent « oui, j'ai copié », elle devient de plus en plus ridicule. On a des études d'usage où, sur 1000 personnes, on a 30-40 personnes qui vont dire « oui, j'ai copié tant de fichiers ». Les 30-40 personnes suffisent ensuite à justifier un barème que vont payer les cabinets de radiologie. C'est miraculeux. Brésil. On aura l'occasion de poser des questions à Marc avec l'épisode tout à l'heure. Je vous propose un... C'est moi qui vous remercie vraiment parce que je rêvais que ce stock, parce que je vous dis, j'ai aucune compétence dans cette matière-là. Et quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment ému. Pour moi, c'était un aboutissement. Et j'espère qu'il y aura d'autres aboutissements par la suite à partir de ce stock-là et que les données soient raffinées, étudiées, auscultées par le monde universitaire ou autre à partir de ces travaux ou d'autres travaux. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Suivez-nous sur Twitter, c'est super. Et abonnez-vous à Next Impact, c'est pas cher et il y a plein d'infos super. On avait prévu, avant les pizzas, une sorte de petite table ronde, etc. Parce que Marc vient de nous présenter un exemple flamboyant de data obscure qui n'existait pas, qui ont été transformées à l'huile de coude dans l'open data, puis aussi converties en des choses consommables, puis une visualisation. On vient de voir un accouchement fantastique sur le site. Dans la douleur. Dans la douleur. Et qui a pris des années. Et puis, dont les citoyens n'étaient absolument pas au courant. La preuve, même ceux qui sont venus par la publicité ont appris des choses. Ce que je voudrais, c'est juste, avec deux questions, remonter un petit peu le débat, c'est-à-dire, on monte au-dessus de ce cas précis, on essaie de voir si on a des choses à dire sur ce cas général. Combien c'est dur de sortir de la bonne donnée des administrations, des collectivités locales, et puis deux, comment c'est dur de le propager au grand public. Donc, est-ce que Thierry Martin, Alain Pellamer, vous pouvez mettre au chef ici et nous faire un... Je vais représenter les questions. Donc, le premier versant de la question, c'est, on a dit open data, c'est la transparence, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les freins qu'il y a de... Pourquoi est-ce que les données ne sortent pas plus facilement des administrations, des communautés locales? Et est-ce que celles qui sortent, en fait, ne sont pas des données inoffensives, qui ne servent à rien? Voilà, c'est ma première question. Votre vécu, votre expérience, que vous savez. Bon, je vais commencer alors. Déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Thierry Martin. J'ai été pendant plus de 10 ans fonctionnaire à l'échelon territorial. J'étais au conseil départemental de Haute-Garonne. Et c'est depuis 2017, j'ai été chargé d'innovation numérique auprès de la direction générale, en charge du projet Open Data mené par le département à partir de 2017. Ce n'était pas une collectivité pionnière sur le sujet. Hein. Les premières collectivités, c'était plutôt 2010-2011. Voilà, avant même l'apparition de la loi pour la République de 2016, qui était applicable en 2018. Donc, pour autant, avant 2017, je faisais partie du système d'information, donc j'ai vécu depuis les années 90-2000 les montées en compétences des collectivités et du secteur privé aussi sur les questions et les sujets de la donnée, en passant par le système d'information géographique, les systèmes d'information décisionnelle. Donc, à la fois sur l'aspect organisationnel dans les collectivités, hein, ces compétences, mais on avait exactement le même mode de fonctionnement dans le privé également, très spécialisé. Hein. Encore des spécialistes de la donnée dans ces structures-là. Et puis, en effet, depuis 2018,
l'open data est venu perturber un petit peu ces équilibres qui étaient établis dans les collectivités. Je suis passé un petit peu vite sur les étapes intermédiaires. On est quand même sorti des systèmes très fermés dans les années, à partir des années 2000, avec les observatoires, le développement des observatoires qui ont eu cette ambition de créer plus de transversalité sur les problématiques de collecte et de représentation des données, sur des ampleurs déjà territoriales, bien souvent, multithématiques. Et on n'avait pas ça avant. Voilà. Aujourd'hui, on a l'open data qui vraiment ouvre encore plus les perspectives de transverse d'accès à de la donnée. Mais je sais pas. C'était important de replacer, il me paraissait important de replacer ces 3 étapes un petit peu temporelles pour savoir d'où on vient, pour mieux comprendre où on est, les difficultés qu'on a à être là aujourd'hui, plus avant sur les questions d'ouverture et de valorisation de données dans les collectivités en tout cas. Juste une question, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir une représentation, enfin, quel type de données, quelles sont les données qui sont ici en jeu, par exemple des exemples d'utilisation, réutilisation? Alors, je vais répondre à votre question, parce que c'est cette question, c'est la question pressante qui est venue dès 2016, même avant 2016, avant même qu'il y ait des données, on demandait, mais où sont les réutilisations? Alors, c'était un vecteur important qui était là pour alimenter de façon vertueuse la chaîne de production. Parce que tant qu'on ne sait pas à quoi servent les données, on a beaucoup de mal dans les organisations à investir, à se structurer, à s'organiser, à pallier le dysfonctionnement qui empêche le fait que la donnée puisse être publiée. Il y a un investissement important, surtout quand on est dans des structures où on parle de la culture de la gestion dans une administration, mais on n'avait pas forcément la culture de la donnée, hormis sur des périmètres stratégiques comme les finances, les RH. Voilà. Là, historiquement, d'ailleurs, on voit des gros éditeurs de logiciels qui sont dans les collectivités locales depuis les années 70-80, IBM et autres, et j'en passe, pour piloter spécifiquement ces spécialités-là. Mais à côté de ça, en effet, on a quand même une grosse zone blanche d'outils qui permettent aujourd'hui aux collectivités de collecter de la donnée dans des conditions assez satisfaisantes pour pouvoir facilement la publier. Et là, on a bien évoqué des problématiques de qualité. Voilà. Donc, c'est là aussi on voit que dans les années 2010, de 2010 à 2016, même après, les collectivités très partie prenante sur les problématiques d'ouverture de données ont publié de la donnée en masse, tout ce qu'ils pouvaient récupérer à droite à gauche, avec en défaut une grosse problématique de qualité à laquelle est venue s'ajouter la problématique d'interopérabilité. Et c'est là où, petit à petit, depuis 2018, on a beaucoup avancé, autant la culture de la data visualisation comme vecteur de compréhension, d'appropriation, de pédagogie sur les données a évolué. Depuis 2018, il y a eu des grosses avancées d'appréhension sur la qualité de la donnée, l'interopérabilité, etc., avec des travaux qui sont menés de part et d'autre, par l'État, par les collectivités, par d'autres structures privées, des délégations de services publics, sur des problématiques d'interopérabilité. Voilà, donc pour répondre à la question, la difficulté aujourd'hui qu'on a, enfin, jusqu'à, on va dire, il y a 2-3 ans, avec le Covid qui a bousculé un certain nombre d'équilibres, on avait du mal à avoir de la réutilisation de données pour des problématiques d'ouverture qui n'étaient pas forcément assez significatives, des initiatives certes, mais pas assez significatives, sur des domaines les plus simples pour les collectivités, sur lesquels derrière il y avait des applications de gestion qui permettaient rapidement de produire de la donnée, mais il y a toute une zone blanche d'applications qui ne permettent pas forcément de le faire. La problématique de la qualité et la problématique de l'interopérabilité qui sont venus un petit peu perturber tout le potentiel qu'auraient pu apporter ces données sur la valorisation. Donc, très peu de réutilisation jusqu'à il y a encore 2-3 ans. On voit les débuts débuts de réutilisation. Quand on a commencé à travailler le département avec Toulouse DataVis, 2017-2018, heureusement que l'association avait une vision plus large que la nôtre sur des données qui n'étaient pas forcément produites par des collectivités pour pouvoir organiser les événements à Cavis, parce que nous, on était en difficulté pour pouvoir produire de la donnée, fournir de la donnée. Voilà pour une première. Voilà. Alain, même question, pourquoi la donnée ne sort pas si facilement? Alors, moi, j'aurais presque un avis un peu contraire. C'est-à-dire qu'en fait, si on va sur le site OpenDataGouv, on a des dizaines de milliers de fichiers. On a les données sirènes il y a 10 ans, vous avez toutes les données sur les entreprises, ça serait miraculeux. Vous avez toutes les balances comptables des communes, des régions, vous avez tout ça. Vous pouvez mettre ça dans des bases de traiter ces infos. Je dirais que la donnée, on en a pléthore.
Le travail de nettoyage, il ne faut pas rêver, il y aura toujours un énorme travail de nettoyage à faire, donc c'est quand même un travail de spécialiste. Après, tu parlais de réutilisation, donc on voit effectivement sur les jeux de données, notamment sur le site de DataGouv, les gens qui font de la réutilisation. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir par exemple le jeu sur les données de la Covid qui sont apparus dès le début, dès le mois de mars 2020, mis à jour tous les soirs, qui était quand même assez innovant d'avoir un jeu de données mis à jour quotidiennement. Il y a eu des centaines de réutilisations, de tableaux de bord. Alors, on connaît celui de Guillaume Rosier qui s'est imposé, j'allais dire, naturellement. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il y en avait, si vous allez voir sur le site, il y en a peut-être 150, 200, avec qui sont tout à fait acceptables. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est de me dire, typiquement, si on reprend ce jeu de données qui va être maintenu, qui va apparaître chaque année, on voit le travail de Ronan qui a été fait, qui est quand même tout à fait intéressant. Comment ce travail de réutilisation pourrait le valoriser? C'est-à-dire d'en faire un peu comme un tableau de bord de la Covid, pourquoi pas un tableau de bord de la copie privée. Copie privée tracker. Un copie privée tracker. Voilà. Et ça, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme nous qui sont des passionnés de données, qui plutôt que jouer à des PlayStation et des choses comme ça, préfèrent prendre un jeu de données le soir et puis se raconter une histoire avec le jeu de données en faisant des graphiques. Bon, chacun son truc, mais ça se fait. Mais c'est quand même un travail qui est intéressant. Et comment est-ce qu'on pourrait finalement le valoriser? Et moi, c'est la question qu'on se pose un peu aussi au niveau de l'association. Comment des associations comme le nôtre, qui peuvent regrouper des gens qui sont un peu passionnés, qui sont capables d'aller passer une soirée ou deux à exploiter un jeu de données, comment le valoriser autrement que juste mettre réutilisation en bas d'un site où finalement il y a peu de gens, par les spécialistes, qui vont regarder un peu ce qui a été fait, quoi. Donc, moi je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus ce travail de valorisation. Et je me dis, est-ce que le travail de Ronan, ou même des autres qui ont été faits, comment on pourrait le valoriser? Comment on pourrait faire des trackers? Et ça, moi je pense que c'est la vraie question qui se pose, au-delà de la donnée elle-même, parce que finalement, si on s'aperçoit que les données ne sont pas réutilisées, ou en tout cas, ça ne vient pas des Covid trackers quelque part, ou quelque chose d'équivalent, les gens vont se fatiguer, ils vont se dire, attends, ça fait 10 ans que je mets des données, il y a 3 graphiques qui ont été faits, je ne vais peut-être pas mettre autant d'énergie que ça. Donc, je pense qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de fichiers, comment on réutilise cette information, parce que c'est bourré d'informations. Enfin, je veux dire, ce tableau-là, il a enchaîné, un copain Pierre Januel, qui a beaucoup travaillé dessus aussi. Il y a journalistiquement déjà, d'avoir les données présentes, c'est exploiter tous les côtés du point de vue journalistique. Mais après, c'est vrai que si en plus on a un accompagnement sachant techno, datavis, etc., c'est absolument parfait. Donc, parce qu'on peut ensuite, il y avait une question pourquoi tel festival et pas tel autre, mais ça permet de voir, par exemple, géographiquement, où est-ce que l'aide va tomber, quelles vont être les stratégies, parce que au niveau des aides, typologie d'aide, tout est tracé dans le code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a des grands chapitres, des grandes visées, des grandes cibles. Donc, il y a des aides qui vont à la création, d'autres qui vont à la diffusion de spectacles vivants, à la formation d'artistes. Donc, pour voir un petit peu quels sont les choix stratégiques en termes de politique publique, c'est hyper intéressant, du point de vue universitaire, même, j'allais dire, du côté du ministère de la Culture, ça peut intéresser beaucoup. Les journalistes américains disent que les données open data qui sont sur l'administration sont des données inoffensives. C'est-à-dire que c'est pas vraiment on ne peut pas trouver de scoop vraiment saignant dans les données. Moi, je serais un peu nuancé, je me souviens parce que j'ai fait un travail personnel justement sur les balances comptables. Je sais qu'il y a quelques années, la région Occitanie avait été mise en avant en disant voilà, on dépense énormément d'argent dans la région Occitanie. Bon, je me suis dit, tiens, j'ai ce jeu sur les balances comptables, regardons un peu ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai regardé les sommes sur 10 ans, alors, je crois que ça démarre en 2010 ou quelque chose comme ça, et on voit effectivement les choses évoluer. Donc, je me suis fait ma petite visualisation avec des mots multiples, un truc un peu joli mignon. Et puis, effectivement, j'ai vu que par habitant, on était passé de la 11e place à la première. Donc, on a vraiment augmenté les dépenses. Moi, je dirais que j'ai une information, je ne suis pas financier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que cette augmentation est justifiée parce qu'on a fait des investissements très intéressants, qu'il y a une dynamique de l'argent, j'en ai aucune idée. Par contre, je peux, avec ça, aller voir un élu et dire, mais attendez, là, il y a un truc, en gros, pourquoi expliquez-moi?
Et là, vous avez quand même quelque chose d'assez factuel qui va obliger, j'allais dire, les décideurs de dire, bah oui, je vais être obligé. Et là, de dire, bah, je vais vous organiser une discussion avec un financier pour expliquer tout ça. Et on sort, je dirais, quand on a ces données, de la simple, oui, des grands slogans. Et là, on est obligé quand même d'aller directement dans le fond. Et je pense que ces données qui paraissent inoffensives, finalement, elles peuvent être révélatrices. Et puis, on voit bien, hein, quand on croit certains trucs, tu le montres aussi ici, tu te permets de poser des questions. Moi, je ne sais pas hein, si le festival a eu 1 million, 2 millions l'année d'après, etc. Je ne sais rien, il y a peut-être très bonnes raisons. Après, je ne peux pas juger que tout est magouillé quelque part, mais au moins, on a ça et on peut revenir et dire ben, pourquoi. Et là, tu disais, on peut regarder géographiquement et se dire, bah, tiens, il y a plutôt ces régions-là qui ont plus d'argent ou pas. Et bien là, on va là aussi poser d'autres questions. On n'a pas forcément la réponse, mais ça permet. Donc, je pense que les données, elles sont toutes sensibles. C'est l'exploitation qu'on fait. Je voudrais revenir justement sur la production de la donnée, parce qu'on est toujours, voilà, à travers les échanges, je me rends compte qu'on a une problématique de vision. Il faut juste différencier deux choses. On ne peut pas mettre toutes les données au même niveau. Il y a les données qui sont produites par des organismes centraux. Et on a la chance, quand c'est produit par des organismes centraux, que ce soit agrégé rapidement, il n'y a plus de problème de qualité, d'interopérabilité, parce que derrière, il y a des systèmes. C'est le service public de la donnée dont tu évoques, où il y a la base entreprise, la base adresse, etc. Ça rentre dans ce cadre-là, les fichiers. Après, il y a des données qui sont produites par les collectivités locales, et il faut juste savoir que depuis 1982, les collectivités locales sont autonomes. Il n'y a aucune stratégie nationale sur l'informatisation des collectivités, hormis sur des aspects très particuliers, comme je le disais tout à l'heure, en particulier les finances, ou des textes supplémentaires comme les transports, par exemple, c'est des textes de Supra qui sont des stratégies européennes de standardisation. Et donc là, dans les collectivités, après, c'est très difficile de pouvoir orchestrer à l'échelle nationale la collecte d'une donnée sur une thématique particulière. On l'a encore vu récemment sur le tourisme, même s'il y a des initiatives qui ont été menées depuis des années avec Open Tourisme, etc. C'est beaucoup plus compliqué de récupérer de la donnée parce qu'elles sont de la compétence des territoires qui sont autonomes et personne n'a à venir leur dire quand il faut le faire, comment il faut le faire et pourquoi il faut le faire. Donc, on a un cadre général qui est la loi pour la République numérique qui fait qu'on ne se pose plus de questions quand on dit est-ce qu'on pourrait avoir la donnée. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Là, on a une clé très, très importante. Mais c'est un levier qui ne suffit pas. Et les collectivités locales, sur des problématiques de données locales, sont de plus en plus sensibilisées depuis 2018. Quand on regarde l'échelle du temps, 2018-2022, c'était hier. Sont de plus en plus sensibilisés justement à cet enjeu de la qualité, l'interopérabilité, parce qu'eux-mêmes, on l'oublie, mais les collectivités utilisent tout autant les données d'autres territoires que les leurs, d'autres organismes. Ils ont aussi cette problématique. On ne pilote pas les politiques publiques en regardant les données que le département produit. On a tout autant besoin des données produites par d'autres collectivités. Et aujourd'hui, on ne les a pas. On a du mal à les avoir, tout comme un citoyen qui cherche à les avoir. Vous voyez, donc on est un peu tous dans le même bateau concernant les données produites localement, parce qu'il n'y a pas de stratégie d'informatisation, etc. Bon, je ne me répète pas. Et je voudrais juste rebondir sur l'approche DataVis. Quand tu dis, en effet, voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je voudrais juste me référer à la loi pour la République numérique. Et d'ailleurs, elle a pas mal posé de débats sur ce point-là. Elle dit la responsabilité des collectivités, c'est publier de la donnée. Elle ne dit pas, c'est produire des services. L'idée de la loi pour la République numérique, c'est démocratiser l'accès et l'appropriation des données par les citoyens. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Stop Covid. Tous anti-Covid, pardon. Non, l'application. Excusez-moi, je m'en mêle, bien sûr. Voilà, Covid Tracker. Et c'est en ça où ça a été important ce qui s'est passé avec Covid Tracker. Parce que c'était, à mon sens, la première fois à une échelle aussi importante, on a joué tout le processus, toute la logique de la loi pour la République numérique, de bout en bout. Et on a vu en effet qu'on avait des problématiques même des gens qui produisaient localement de la donnée n'avaient pas une vision en retour des données consolidées dans un système qui était lui centralisé. Ça veut bien dire à quel point chaque acteur a son rôle. Et le rôle aujourd'hui de l'action publique, c'est de s'assurer de collecter une donnée, de la publier, mais pas forcément être en frontal sur la valorisation. C'est un fait, je ne juge pas, je dis juste, ce n'est pas surprenant en tout cas. On a Etalab qui essaye, en effet, parce que pourquoi Etalab essaye de valoriser de la donnée, c'est qu'ils sont en capacité de le faire puisqu'ils disposent de données agrégées.
Je ne parle pas de toutes les données qui sont sur data.gouv.fr, hein, on sait tous que ce n'est pas forcément de la donnée exploitable et utilisable. Voilà. Mais c'est juste pour redonner un autre angle de vue sur le pourquoi du comment. Merci Thierry. Marc, toi, le mot de la fin sur, Non, enfin, 6 mots de la fin, je reviendrai. Non, moi, je reviendrai sur simplement la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est la possibilité aussi pour le citoyen de contrôler l'usage des données publiques, hein, de l'argent public, de voir un petit peu ce qui va être fait. Ensuite, déduire de la réalité de ces politiques publiques. Et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est pour ça qu'il y a des échanges dans les hémicycles. Et puis après, la réalité au journal officiel des amendements, c'est prendre un mètre et mesurer cette distance entre la parole politique et les textes publiés au JO. Ben là, c'est la même chose, c'est mesurer la parole politique, la distance parole politique ou d'engagement, qu'il soit local ou national, peu importe, avec la réalité qui est montrée, en tout cas une certaine réalité qui est montrée par cette production de données qui va être valorisée par X ou Y, peu importe, mais en tout cas qui est là et qui va être valorisée. Ça permet aussi de confronter quelque part après le politique à ses engagements. Et il lui expliquer qu'il y a un usage de données publiques qui n'est pas toujours cohérent avec ce qui a été dit. Et donc, c'est pour ça que toute initiative, et effectivement, la loi sur la République numérique a frappé un grand coup dans ce milieu-là, est extrêmement intéressant et il faut les soutenir, il faut les développer. Donc, c'est pour ça que les initiatives comme ce DataVis, cette DataVis, sur ces flux-là ou d'autres sont hyper intéressantes et je ne manquerai pas de suivre toutes vos activités. Okay. Merci.